Guillaume, bonjour. Bonjour Raymond. C'est un plaisir d'accueillir le délégué général du Fonds d'action de la Fédération. Le président, c'est Patrick Braouzek. Patrick Braouzek, qui est à l'initiative, qui a créé... Qui était là au départ. Qui était là tout au départ. L'initiative, elle est effectivement née de la Fédération en 2008, qui a souhaité, via Jean-Pierre Escalette et Jacques Lambert, qui était directeur général à l'époque de la FFF, créer une entité dédiée aux actions de responsabilité sociétale. Et Patrick Braouzek, aux côtés notamment de Philippe Séguin, à l'époque, avait composé le noyau de ce conseil d'administration du Fonds d'action. Au service de l'univers du football, de l'ensemble des acteurs du football, que ce soit les instances, mais également les clubs, in fine les utilisateurs, les licenciés de la FFF, puisque les programmes qu'on porte au niveau du Fonds d'action, on les met un petit peu dans un laboratoire d'innovation sociale. Ils sont testés par des clubs amateurs, professionnels, et derrière, ils peuvent être généralisés par les instances, la FFF, la LFP. Pour rentrer vite dans le vif du sujet, moi j'aime bien les trucs concrets, une action particulière. Je veux dire, de base, de départ, que vous avez mis en place, c'était quoi? La première initiative qui est née au Fonds d'action, c'est le programme Respect tout terrain, qui était un programme qui avait pour vocation d'utiliser les temps d'entraînement et de match des écoles de foot pour faire passer des messages d'intérêt général autour de la santé, de l'environnement, du respect. Voilà, c'était un peu le triptyque respect de soi, respect des autres, respect de l'environnement. Et donc on a monté un programme avec des outils pédagogiques, des fiches pratiques, des messages clés, des ateliers d'animation utilisables par tous les éducateurs et éducatrices dans tous les clubs en France. On a testé ça auprès au départ, une centaine de clubs et on est monté à 1200 clubs. Et quand ça a bien fonctionné, quand ça a été approuvé par ces clubs du laboratoire, on est allé voir la FFF et on leur a dit « Vous avez aujourd'hui un programme qui est utilisable, qui est déclinable au plus grand nombre. » Et il a été généralisé en 2014, à partir de 2014. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le programme éducatif fédéral. En fait, tu es entraîneur dans un club. Comment tu peux utiliser cette idée du Fonds d'action? Alors, pour les entraîneurs, le sujet, c'est la performance. La performance de ces sportifs, de ces athlètes, de ces footballeurs et footballeuses. On sait que c'est le sujet, la performance individuelle, mais également la performance du collectif. Et on voit bien que lorsque les sujets sont pas peu ou mal traités en termes d'organisation collective, de respect, un minimum de respect de règles, d'éducation, de vie d'un groupe, on passe à côté de quelque chose et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a besoin d'avoir une certaine forme d'unité au sein d'un groupe. Et pour que le groupe vive bien, pour que le groupe soit performant, on vient apporter des clés au-delà du sportif. On n'est pas du tout dans le champ sportif, mais on se veut au service de la performance sportive. On est, je dirais, plus ou moins dans le champ de la performance sociale. Et la performance sociale, c'est la réussite du projet collectif entre les individus. Voilà. On compose chacun des individus, chaque individu compose le groupe et au même titre que sur le terrain, il y a des défenseurs, il y a des gardiens de but, des attaquants, des milieux de terrain. Ils ont chacun leurs compétences, leurs qualités en termes de technique, tactique. Voilà. Mais la relation sociale entre eux est importante. Et nous, on vient contribuer à ce que les relations, par le respect des règles, par le respect des autres, par le respect de soi, puissent être améliorées, on va dire. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, on en est à combien de clubs et donc d'éducateurs multipliés concernés? Quand on a lancé le programme éducatif Respect tout terrain, on est parti, on avait une centaine de clubs devant nous. Donc on avait des écoles de foot avec 5, 6, 8 équipes maximum. Donc on avait quelques centaines, voire quelques milliers de jeunes qui étaient impliqués dans nos programmes. Aujourd'hui, il y a 800 000 bénéficiaires de ce programme à l'échelon de la fédération. Est-ce que tu peux me donner un exemple de programme de citoyenneté? Il y en a beaucoup des programmes de citoyenneté. Un qui te paraît essentiel, important et qui pourrait être utilisé par les gens qui ne connaissaient pas le Fonds d'action jusqu'à là. Je vais en prendre un assez iconique de notre action, enfin de notre action, pas vraiment de notre action, de l'action des clubs. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, au moment de la réforme des rythmes scolaires, on a un petit peu changé le curseur et les clubs, de plus en plus, se sont exposés à des attentes de la part des familles, de la part des collectivités, pour accompagner les jeunes sur les questions scolaires.
éducative. On a commencé à voir, alors ça existe depuis longtemps, mais on a commencé à mesurer un engagement de plus en plus massif des clubs sur l'accompagnement aux devoirs. Et on voyait bien dans ces initiatives qu'elles étaient pour beaucoup marquées de réussite, mais beaucoup de difficultés. Ça a fait émerger des problématiques des clubs en termes de ressources existantes au niveau méthodologique, au niveau pédagogique, au niveau humain, parfois un petit peu au niveau financier. Et on ne s'est pas contenté de recenser ces bonnes pratiques, on a mis 45 porteurs de projets autour de la table pour essayer de comprendre pourquoi ils s'étaient lancés dans des actions d'accompagnement à la scolarité, parce que ce n'est pas ce qu'on attend au départ d'un club sportif. En les écoutant, on les a beaucoup fait parler, on a fait plusieurs séances plénières ici à la fédération avec ces 45 référents. De là est né un programme qui s'appelle Puissance Foot, qui est aujourd'hui en train d'être généralisé après une phase encore une fois expérimentale. Il a notamment permis de reprendre tous les contenus de l'éducation nationale, tous les programmes scolaires du CE2 jusqu'à la 6e, donc CE2, CM1, CM2, 6e, autour du football. Alors tu vas me demander pourquoi autour du foot, est-ce qu'on apprend mieux grâce au football? Eh bien là pour le coup, on a eu à nouveau besoin d'experts pour nous conforter, pour cautionner cette idée-là, qui nous disait, vous avez une matière formidable, le football, que ce soit au niveau géographie, au niveau mathématique. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation d'illettrisme, qui par exemple apprennent à compter en regardant le classement de la Ligue 1 tous les lundis matins. Voilà, parce que additionner 3 points, plus 1 point, plus multiplier le nombre de points obtenus par une victoire par le nombre de victoires, ça nous permet d'avoir un classement. Et le goal average. Exactement, le goal average, etc. Et les experts sur ce sujet-là, donc de la lutte contre l'illettrisme, je pense notamment à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, nous ont beaucoup incité à aller sur ces sujets parce qu'eux-mêmes y allaient. Ils n'avaient pas la compétence foot spécialement, mais ils savaient très bien qu'ils avaient une matière extraordinaire à exploiter pour les gens en situation d'illettrisme. Et donc, avec eux, on a bâti ce programme et on a avancé. On a dit, allons-y, on va réécrire les programmes scolaires autour du foot. Et donc, l'apprentissage de la géométrie, par exemple, à travers les surfaces d'un terrain de football, le rond central, la surface de réparation, la moitié de terrain, etc., c'est quelque chose de plus facile pour l'acquisition des apprentissages fondamentaux. Et de très concret. Le fonds d'action, en fait, s'occupe des catégories de 6 ans à 5-6 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 19-20 ans. Ça veut dire que ça inclut, comme tu le disais, les clubs amateurs et les clubs professionnels. Les clubs professionnels avec les centres de formation, vous avez fait quelque chose de plus spécifique. Exactement. Vous êtes rentré dans le détail parce que là, vous avez vraiment l'avenir du foot et des footballeurs de la Fédé qui se mettent en place. Qu'est-ce qui a amené à se dire il faut développer quelque chose dans ces centres? Alors, il y a quelques années, au moment des États généraux du foot qui avaient été demandés suite à ce qu'on a appelé la grève des joueurs à Naïsna. On se souvient. On s'en souvient un petit peu. Était remonté quand même le besoin de pouvoir pallier à une certaine forme de déconnexion de la part des joueurs. C'est ce qui était remonté pas mal des auditions qui avaient eu lieu post-Naïsna et ce sentiment finalement que les joueurs étaient peut-être un petit peu trop protégés, mis dans une bulle de manière un peu excessive par les clubs en fait au quotidien, sans que ce soit au départ une mauvaise volonté. Au contraire, je pense que c'était même dans l'idée d'améliorer leur confort, d'améliorer leur performance, etc. Mais ça a amené un système un peu excessif. Et comme tout ce qui est excessif, c'est souvent pas très viable, pas durable. Et on avait notamment, j'ai en tête des centres de formation où en U15, certains jeunes joueurs préparaient même plus leur sac, le chargeaient même plus dans la soute du bus parce qu'il y avait quelqu'un qui était dédié à ça. Ça fatigue. Comment ? Ça peut fatiguer, on est moins performant 2 heures après quand il s'agit de disputer son match. Voilà, donc ça c'est un petit peu caricatural volontairement, mais c'est une réalité qu'on a partagée avec beaucoup de directeurs de centres de formation à l'époque. Et on a, avec eux, on les a amenés à exposer finalement leurs besoins d'accompagnement, non pas sur le sportif, non pas sur le scolaire, mais justement sur
cette construction personnelle, l'épanouissement des joueurs et la D'où place du joueur dans le collectif, d'où la naissance de ce programme. D'où l'Open Football Club. Open Football Club, Ouais. qui est le programme d'ouverture civique et culturelle, qui est dédié à l'accompagnement des jeunes joueurs en préformation et en J'aime bien le mot formation. d'ouverture civique et culturelle. Ouais, l'aspect Ouais. civique, bon, je ne le détaille pas, mais on a tout de suite compris qu'à travers l'ouverture culturelle, on allait parler à cette cible des jeunes joueurs en formation. On a besoin d'ouvrir leurs horizons, on a besoin de les rapprocher des réalités, d'un monde qui finalement ne côtoie pas tant que ça, parce que la période en préformation, en formation, c'est une période extrêmement enrichissante pour un jeune, Ouais. mais qui le coupe un petit peu des réalités. Mais on ne peut pas imposer la curiosité à quelqu'un. Non, tout à fait, tu as tout à fait raison, et notamment au niveau des coachs, des staffs techniques, il ne s'agissait pas de leur imposer quoi que ce soit. Là encore, on a pris quelques volontaires. Au départ, on avait 3 clubs pro qui étaient avec nous dans cette démarche-là, des clubs qui avaient déjà eux-mêmes initié des choses, mais qui nous exposaient aussi leurs besoins. Ils nous disaient qu'ils ne pouvaient pas trouver des solutions à toutes leurs problématiques parce que ça leur demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Et ils nous ont challengés en fait là-dessus. Très très vite, on a pu cerner les besoins prioritaires. Les sujets d'éthique, de réseaux sociaux, d'ouverture civique, de solidarité, des actions caritatives, des actions de culture foot. On a été très surpris, mais beaucoup de directeurs de centres de formation nous ont dit les générations qui arrivent sont moins passionnés par le foot, sont moins passionnés par le club dans lequel ils vont évoluer, Ouais. ont une Non, moins non. bonne connaissance. Pas moins passionné par le foot, moins passionné par les racines, les antécédents. Oui. Ils vivent dans l'instant présent. Exactement. Ouais. Mais ils n'avaient pas forcément conscience des institutions dans lesquelles ils étaient, voilà, qui avaient eu des grands joueurs, des grands palmarès. Et ils n'arrivaient pas comme ça. Voilà, le football n'est pas né avec eux. Donc il y avait Des réussites. la culture foot. La culture foot, très importante. Les questions de prévention santé, évidemment, je dirais que c'est presque le plus naturel parce que c'est ce qui fait le plus vite le lien avec la performance sportive. Donc les sujets de nutrition, de bienfaits de la pratique, de comportements, je dirais, déviants, de conduite dopante. Ça se fait sous quelle forme? Sous forme de réunions, de débats, d'actions? Alors c'est une cible qu'on ne peut pas toucher comme ça, on va pas leur faire des cours magistraux tous les jours sur des sujets éducatifs et parfois sensibles. On a besoin d'utiliser les bons mots, le bon angle, le bon format, et donc on a des ateliers ludiques qu'on a construits avec des partenaires experts. Alors au départ il y en avait 7 ou 8 je crois, et aujourd'hui on a 43 partenaires, on en a encore quelques-uns qui vont nous rejoindre bientôt, sur des sujets vraiment à 360. On parle autant de laïcité que de lutte contre le racisme, lutte contre l'homophobie, comportement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a 60 structures qui sont concernées par le programme, tous les centres de formation de clubs professionnels en Ligue 1, en Ligue 2, mais également tous les pôles espoirs masculins et féminins. C'est devenu obligatoire? C'est devenu, depuis la saison 2018-2019, ça a intégré les cahiers des charges des structures de formation. Il faut savoir que le centre de formation, c'est un moment formidable dans la vie d'un jeune. Je pense que quel que soit le sport en question, mais en foot peut-être en particulier, parce que on touche l'excellence. On en fait des super footballeurs, on en fait souvent des personnes avec un petit bagage académique, avec un diplôme, souvent. C'est souvent le cas, très souvent le cas. On a besoin de les connecter à ces sujets des extrasportifs, voilà, de les sensibiliser, parce que il y en a certains, 10% à peu près, qui signeront un contrat professionnel. Ça veut dire qu'il y en a 90% pour qui ce ne sera pas le cas. Et que ce soit pour la première cible ou la deuxième, à un moment donné, ils vont être soit se réintégrer dans un format plus habituel de la vie. Voilà. Ils sont pas des lycéens lambda, ce sont des lycéens qui poursuivent un double projet, voire même un triple projet, parce que l'aspect citoyen nous semble important. Et derrière, ils vont avoir une autre vie professionnelle en dehors du football. Et c'est bien s'ils ont pu, non pas rattraper le retard, mais
On sait que pendant cette période, ils sont aussi déracinés au niveau familial, ils sont un petit peu déconnectés de leur structure familiale. Et tout ce qu'on fait quand on est un jeune de 15, 16, 17, 18 ans, avec ses parents, ses frères et sœurs, ses potes, ses amis, etc., on ne le fait pas forcément quand on est au centre de formation parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et nous, on vient essayer de pallier à ça. À la limite, je veux dire, pour les centres de formation et les futurs professionnels, je veux dire, il y a une prise en charge d'une manière ou d'une autre, ou une orientation et une ouverture qui est déjà écrite, qui est prête, il y a la recette. On sait comment on doit faire. Dans un club amateur, je veux dire, si on veut justement sensibiliser des gamins à l'ouverture au théâtre, je veux dire à la littérature, à aller voir des musées, comment on fait? Un jeune joueur qui est en école de foot, qui fait ses 2-3 séances d'entraînement par semaine, va pas être déraciné au niveau familial, il va avoir des amis en dehors du foot, il va pas être toute la journée avec les mêmes 20 personnes pendant 4 ou 5 ans. Il y a quand même des clubs qui ont envie de s'investir et qui ont envie d'utiliser l'activité foot, le temps social du foot, pour ouvrir les jeunes sur d'autres horizons, sur d'autres environnements, parce qu'ils n'ont pas forcément les codes familiaux pour y aller. C'est là où on arrive au trophée. C'est là où on arrive au trophée Philippe Séguin qui permettent de détecter toutes ces initiatives qui sont menées au niveau des clubs de football amateurs pour mieux inclure, être plus solidaire, être plus respectueux, que ce soit sur les sujets d'environnement, de santé. Encore, ça rejoint toute la dimension qu'on souhaite mettre en avant pour le football. Un football qui soit solidaire, responsable, inclusif. Et donc on a des catégories pour décerner des prix chaque année à travers les trophées Philippe Séguin. Donc c'est un appel à candidature qui est ouvert à tous les clubs amateurs. Donc si un dirigeant, une dirigeante, un éducateur, une éducatrice, un responsable d'école de foot mène des projets sur ces sujets d'éducation, d'inclusion, de solidarité, d'environnement, de mixité, qu'ils n'hésitent pas à déposer leur dossier. Parce qu'ils déposent à la fédération. Ils déposent au Fonds d'Action du Football tous les ans sur notre site internet. Donc l'adresse c'est www.fondactiondufootball.com. On ouvre l'appel à candidature pour que chaque club en France, donc il y a un peu plus de 13 000 clubs en France, notamment des clubs amateurs, essentiellement des clubs amateurs, puissent nous raconter un petit peu ce qu'ils ont mis en place sur tel sujet, tel sujet. On a ces dernières saisons beaucoup vu d'initiatives remontées sur l'inclusion des réfugiés. Voilà, avec finalement des coachs, hein. Là on parle d'entraîneurs qui ont décidé d'accompagner des groupes de réfugiés qui sont accueillis dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile notamment, qui sont passionnés de foot parce qu'ils viennent de territoires, de zones en guerre, qu'ils ont fui évidemment, où le football c'est aussi le sport numéro 1, c'est le langage universel, mais c'est une vraie réalité pour ces personnes-là qui à un moment donné vont passer aussi du temps, on va avoir un petit peu de temps disponible et vont le passer à faire du sport. Parce que faire du sport, jouer au foot, ça fait quand même beaucoup de bien. Et c'est des gens qui ont eu des parcours migratoires compliqués, on imagine en tout cas. Grâce à l'activité sportive, on peut les resocialiser, les reconnecter et puis aller chercher autre chose. Les clubs ne se contentent pas de prévoir des entraînements pour des personnes réfugiées. Derrière, ils vont connecter des associations d'alphabétisation, par exemple. Pour ceux qui ne parlent pas le français, qui n'ont jamais appris à parler français, ils vont leur apprendre à parler français. Ils vont leur apprendre, leur donner des clés sur le pays qui les accueille. Le football est un lien. C'est un lieu de convergence des problématiques et des besoins et surtout de volonté extraordinaire aujourd'hui de plusieurs centaines de milliers de bénévoles qui s'occupent de faire vivre nos 13 500 clubs et qui ont envie d'améliorer la vie en société de manière globale. Il y a, donc, tu parlais des problèmes de migrants, le handicap, l'écologie, les différents volets, c'est quoi exactement? Alors, on a 4 catégories sur ce trophée Philippe Séguin, c'est santé et environnement, mixité et diversité, on a un volet solidarité et inclusion, et puis on a un volet éducation et citoyenneté qui est assez large. Les clubs s'inscrivent à partir de septembre s'ils ont des opérations. Vous étudiez les différentes, vous en avez eu combien l'année dernière?
Alors les trophées Philippe Séguin, sur la saison 2022-2023, on a battu un record de participation. On a eu plus de 300 candidatures, 326 je crois, dossiers complets, éligibles, qui émanaient de clubs partout en France métropolitaine, mais également en territoire ultramarin. Depuis 2008, puisque l'opération existe depuis 2008, c'est plus de 4000 bonnes pratiques comme ça a été recensées par le Fonds d'action du football, avec une dotation financière au bout. Donc les clubs déposent leur dossier sur le site www.fondsdactiondufootball.com. Derrière, il y a une instruction complète qui est faite. Il faut faire une sélection de ces initiatives. Ça reste un appel à candidature et à la fin il y a un palmarès, il y a des gagnants. Donc on a une quinzaine de clubs amateurs qui sont lauréats tous les ans. On ne les choisit pas par hasard. On réunit des jurys dans chacune des 4 catégories avec des experts, des médias, des représentants des instances, des représentants d'élus, des syndicats. Des syndicats, l'UNECATEF en fait partie. Fait depuis et est fidèle depuis longtemps à ces jurys des trophées Philippe Séguin. Donc on sélectionne d'abord sur dossier et puis les finalistes, on va dire, on les reçoit. On les auditionne, donc ça donne lieu à des moments formidables. Parce que je suis témoin, c'est des moments extraordinaires. T'en parlerais presque mieux que moi. Avec des gens fabuleux je veux dire, on les voit briller. Le sujet, c'est que toutes ces initiatives qui sont portées au niveau du foot amateur sont souvent pas ou peu mises en lumière. Et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité rendre hommage à Philippe Séguin, qui a été le premier président du Fonds d'action jusqu'à sa disparition en 2010, qui souhaitait pouvoir mettre... C'est lui qui avait imaginé cette opération de valorisation d'initiatives qui sont portées dans l'ombre par des bénévoles dans les clubs amateurs partout en France. Et on avait besoin de nourrir finalement ce contre-champ dont on ne parle jamais. Ce football qui va bien, ce football qui sert la société, ce football qui est responsable, solidaire, inclusif et qui fait avancer la société, qui est plus une solution qu'un problème. On peut souvent pointer le football comme étant un vecteur de dérive. On parle beaucoup de l'argent, on parle beaucoup des comportements, de l'exemplarité, etc. Mais il y a toute une réalité qui concerne plus de 2 millions de personnes en France aujourd'hui, qui est que si le football n'existait pas, on pourrait élargir ça au champ du sport en général, mais on va parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui, particulièrement le foot. Je pense que si le football n'existait pas, le monde tournerait moins bien. Il y a 400 000 bénévoles aujourd'hui au service des clubs de foot en France, et ces 400 000 bénévoles, ils ont tous un projet en commun, c'est d'organiser une pratique qui permette à tout le monde de s'épanouir dans cette discipline sportive. On n'est pas là, il n'y a pas grand monde qui a pour objectif et pour ambition d'être une fabrique à champions. Ça arrive, je ne dis pas que c'est... Voilà, et il faut que cette motivation existe. Mais ça peut être complémentaire aussi. Et c'est complémentaire. Mais il y a beaucoup de gens pour qui le projet commun, finalement, c'est de rendre service à la société. Est-ce que ces actions, tu disais l'année dernière, il y en a eu 300, est-ce qu'elles sont duplicables? Parce qu'il y a 13 000 clubs. Est-ce que cette information, et c'est justement nous ce qu'on essaye de faire, c'est d'informer le plus possible de monde qu'il y a des actions possibles, qu'on peut faire avec peu de moyens, on peut arriver à avoir des initiatives qui vont porter un club, qui vont aider à souder une équipe, qui vont aider à faire prendre conscience à des gamins de la réalité d'une société qui est en train de se transformer. Est-ce que c'est récupérable? Est-ce que je dis, tiens, moi j'ai envie de monter une action sur l'inclusion, est-ce que je viens vous voir en vous demandant comment je fais? Alors, c'est même parce que ça, c'est l'inverse, toi, du processus. Tu as raison, c'est une très, très bonne question parce que c'est toute la raison d'être de ces trophées. On ne s'arrête pas à une montée sur scène, la remise d'un trophée, la remise d'une dotation financière. L'un des grands enjeux de cette opération, c'est aussi de détecter ce qui fonctionne et d'essayer de le dupliquer, de le généraliser au plus grand nombre. C'est un critère de sélection des initiatives. Le caractère duplicable, c'est un critère qu'on donne aux membres du jury pour analyser les dossiers. Tout ça, c'est parce qu'on recense des initiatives de terrain, on n'invente rien, nous. On n'a jamais inventé quoi que ce soit. On s'est toujours inspiré de ce qui existe. On a essayé de comprendre les freins qui existaient pour que des initiatives qui ont fonctionné à un endroit
puisse l'être à un autre endroit, quelque chose qui a fonctionné en zone rurale en Franche-Comté, dans un club de 23 licenciés. On a envie d'essayer de comprendre comment on peut le modéliser, sur quoi on va agir pour que ce soit utilisable dans un club de 1200 licenciés en Île-de-France. Voilà, ça c'est important et c'est un critère. Et on construit des outils qui sont nés du terrain et qui derrière vont être portés au plus grand nombre en passant par notre laboratoire et qui derrière vont irriguer tous les clubs qui vont vouloir s'emparer d'un sujet. L'accompagnement à la scolarité, 45 initiatives recensées en 2 saisons. En 18 mois, on a construit un programme qui, au bout de 4 ou 5 saisons, intègre la politique fédérale. Et ça, c'est pas né chez nous, c'est né dans les clubs, en réponse à des problématiques qu'ils avaient sur le terrain. Donc vous l'avez compris, le fonds d'action, c'est à vous, hein. Ça vous sert. C'est un laboratoire pour vous permettre de faire fonctionner votre club de la meilleure manière possible en intégrant toutes les données. Vous avez tout dans les documents, l'Open Football Club, pour les clubs pro. Le site du fonds d'action, c'est www.fondsdactiondufootball.com. Avec l'UNECATEF, on soutient, parce que les entraîneurs, et je le dis souvent, sont au centre de toutes ces opérations. Si eux, ils ont envie, et si vous avez envie de développer quelque chose chez vos gamins qui est autre chose que courir après un ballon, c'est un bon moyen, le fonds d'action. N'hésitez pas, allez-y. L'UNECATEF porte aussi les projets. Des entraîneurs interviennent dans des opérations de temps en temps, de témoignages, d'actions. On est avec vous et que ça dure.